Donc bonjour à toutes, bonjour à tous. Nous sommes en direct de Hong Kong avec Stéphane, Risk Manager. Et du coup, il va nous présenter un peu son parcours. Comment, voilà, quel a été ton parcours Mhm. scolaire? Qu'est-ce qui a fait que tu es arrivé sur Hong Kong? Et que fais-tu sur Hong Kong maintenant? Donc voilà, ce que je te propose, c'est qu'on commence dans un premier temps par ton parcours scolaire. Qu'est-ce que tu as fait? Je suppose que tu as commencé en France. Ouais, Quel type ouais. d'études tu as fait et comment est-ce que tu euh, as fait pour arriver sur Hong Kong pour Ouais. faire ce que tu fais aujourd'hui? Alors, bon, très succinctement, après un baccalauréat scientifique en France, maths sup, maths spé, j'ai intégré une école d'ingénieur. Au bout de la quatrième année, donc on avait, enfin, suivant les fonctions, les options, etc. Moi, j'avais fait le choix de partir à l'étranger. D'accord? Donc, j'étais parti aux États-Unis, à Chicago. Ma spécialité, je m'orientais plutôt sur tout ce qui était mathématiques appliquées, en fait. Donc processus aléatoire, processus stochastique, etc. Et donc après ça, en fait, à la suite de mon diplôme de l'école d'ingénieur, je trouvais que c'était un petit peu léger. Donc je suis resté faire un stage aux États-Unis, à Phoenix. Et à mon retour, en fait, j'ai intégré Paris 6 pour faire en fait un master en mathématiques et applications mathématiques financières. D'accord. Donc j'ai fait. Donc comment ça se passe en fait ce master? C'est 6 mois de cours et 6 mois de stage. Pour remettre dans le contexte, en fait, moi quand j'ai commencé mon stage le jour où Lehman Brothers a fait faillite, D'accord. Donc donc c'était le vers 15. 2008? Donc c'était exact, pour être très précis, c'était le 15 septembre 2008. Voilà. D'accord, ok. Donc effectivement, donc le premier jour, nos professeurs nous ont dit, ben voilà, cette année, donc pour trouver des stages, ça va être compliqué. Donc ne soyez pas forcément très regardants sur le contenu. N'essayez pas forcément tous d'aller au trading et à la structuration. Et c'est vrai qu'en fait, donc au bout de 6 mois, on a eu aussi, pendant ce temps-là, en fait, on avait des intervenants qui venaient nous préparer, nous présenter en fait différents établissements, que ce soit je pense aux 4 grosses banques françaises, quelques sociétés de gestion parisiennes, quelques vendeurs de solutions financières de type Murex, Office, etc. Et voilà, et donc j'ai postulé un peu à droite à gauche. Il y a une grande banque française qui m'a contacté. Ils cherchaient sans surprise du monde chez les risques, pour être très précis au sein des risques de crédit et de contrepartie, pour travailler sur justement tous des aspects de modélisation qui étaient liés en fait à des aspects de modélisation réglementaire type BAL 2. Donc les entretiens se passent très bien, on me convoque l'après-midi même pour me dire voilà, on vous propose le stage, est-ce que vous êtes intéressé? Ni une ni deux, j'ai dit oui. Et donc j'ai rejoint ce groupe 1er mars 2009 pour un stage qui au départ, eux ils me proposaient 1 an, moi je leur ai dit écoutez, faisons d'abord 6 mois et puis au bout de 6 mois on regarde comment ça se passe. Et en fait le stage s'est très bien passé. La mission qu'on m'avait confiée, je l'ai remplie en à peu près 4 mois. On m'a aussi mis sur des sujets un peu annexes où justement l'équipe était un peu pas suffisamment, je dirais, staffée. Donc j'ai pu les aider aussi à ce niveau-là. Et au bout de 6 mois, ils étaient intéressés pour me proposer de rester dans l'équipe. Ça, c'était un stage en France, à Paris? Ça, c'était un stage à D'accord. Paris, Ok. effectivement. Et en fait, à ce moment-là, bon, déjà, moi, j'étais vraiment très content de savoir que mon travail avait été apprécié. Donc, je leur ai dit merci, mais non merci. En fait, ce qui m'intéressait, c'était d'une part de finir en fait tout ce qui était lié à mon master, donc faire le projet de soutenance, la thèse, etc. Donc ça m'a pris 1 mois. Et puis juste après, en fait, ce que je voulais faire, c'était prendre des vacances, mais surtout en fait dans l'optique de voir, ok, bon, je viens de finir un gros chapitre de ma vie étudiante, et tout de suite la question c'était, ok, qu'est-ce que j'ai envie de faire et où est-ce que surtout j'ai envie de travailler. Donc ce que je me suis dit, c'est bon, on va faire le tour des places financières mondiales. J'avais, comme j'étais payé pendant mon stage, j'avais pu économiser un peu de sous, et je me suis dit bon, on va profiter de l'occasion pour prendre 3-4 mois et regarder les places financières majeures dans le monde et voir est-ce que ça me plaît, est-ce que ça me plaît pas. Donc ce que j'ai fait, c'est que je suis allé à Londres, je suis allé à Singapour, à Hong Kong, à Tokyo. New York un peu New York aussi, c'était la fin en fait, de ce voyage. Et la conclusion en fait, de mon voyage, à mon retour de 3-4 mois,
c'était que en fait, travailler à l'étranger, c'est ce qui m'attirait le plus. Et en fait, Hong Kong était sur la tête de liste. Parce que dans ton trip, tu avais fait Hong Kong aussi? J'avais fait entre autres Ok. Hong Kong. C'était pas la première fois que j'étais venu à Hong Kong. J'étais en fait venu à Hong Kong un peu plus tôt, en 2008, pendant mes études aux États-Unis. La première fois d'ailleurs, j'avais détesté Hong Kong. Bizarrement, j'avais vraiment détesté Hong Kong. La deuxième fois, ouais, ça s'est beaucoup mieux passé. Et puis j'ai trouvé qu'effectivement, il y avait un dynamisme qui était unique. Mais en fait, les vrais drivers qui ont fait que Hong Kong a été mon premier choix, c'était ce qu'on appelle les 3 C en anglais, climate, donc le climat qui est plutôt clément, en tout cas en hiver. Convenience, donc l'aspect pratique en fait de vivre à Hong Kong où tout est relativement très facile. Et le dernier en fait, c'est celui-là. Alors le C, celui-là, c'est une bonne question. C'était convenience et j'ai oublié, mais en gros, c'était le fait, en fait, oui, c'était le fait de ne pas avoir besoin de voiture. En fait, le fait que les transports en commun ici sont d'une classe mondiale et en fait, la voiture, ce n'est pas une nécessité. Du coup, j'ai trouvé ça vraiment super pratique. Ça un peu ça rejoint sur le point précédent. Mais voilà, donc étant parti de Hong Kong avec ça et ayant pu comparer les différentes places financières, je me suis dit, bah voilà, si j'ai l'opportunité de venir à Hong Kong, ce sera ici. Et donc j'ai postulé intuitivement, j'ai donc postulé à ce qu'on appelle des VIE, des volontariats à l'international. Dans le même temps, mon ancien employeur m'avait contacté pour passer des entretiens pour justement un poste à Paris. Et en fait, je leur ai dit, bah, écoutez, merci beaucoup, mais c'est pas ce que je recherche plutôt à une expérience à l'international. Bon, nous, on ne sait pas ce qu'on peut t'offrir aujourd'hui. Bon, restons en contact. Donc, je fais des salons, etc. Je contacte les 4 banques qui potentiellement pouvaient, enfin 4 ou 5 qui pouvaient proposer des VIE. Sachant que là, on est en quelle année là? Là, on est encore en 2009. Ah d'accord. Donc on est quand même, pratiquement post Lehman Brothers. Quoi. On est 2009. Ouais, en fait, on est quand même en, dedans, on est en plein dedans en fait. Hein, ouais. Chrysler, il y a pas mal d'événements. On est quand même en plein dans la crise des subprimes. Mais en fait, ce qui est intéressant, c'est qu'on est un peu à cheval parce que la vague de la crise financière, en fait, qui s'est ensuite transformée en crise économique, elle va impacter aussi la crise de la zone euro, en fait, avec les dettes souveraines grecques, portugaises, espagnoles, italiennes, irlandaises, etc. Un peu après. Donc, en fait, on était vraiment entre les deux. Mais c'était une période où donc, les banques avaient viré en fait, beaucoup de seniors et étaient à la recherche de juniors. Donc, en fait, à ce moment-là, il y avait une fenêtre où il y avait quand même beaucoup d'opportunités en VIE à l'international et entre autres à Hong Kong. Et donc, en ayant postulé, etc., je tombe sur une offre de market risk dans une grande banque à Hong Kong. Je passe les entretiens, ça se passe très bien et j'ai été pris. Et donc, c'est comme ça que je suis arrivé en août 2010 à Hong Kong. D'accord. Voilà. Super. Donc là, direct, tu signes, tu fais tes bagages, tu arrives sur Hong Kong. Voilà, exactement. J'arrive sur Hong Kong. J'avais la chance, en étant venu ici, j'avais la chance aussi d'avoir des copains qui s'étaient aussi installés. Donc, je me suis installé en colocation avec eux. Donc, en termes de vie perso, c'était déjà réglé. Et puis la vie pro, je rentrais en fait, je commençais à travailler dans une salle de marché. C'est un milieu que je connaissais pas, les produits je les connaissais pas. Et donc j'ai appris tout ça en fait sur le tas. Quoi. Moi, j'ai une formation d'ingénieur plutôt à spécialité maths. Mais on donne un produit, on dit ok, quelle est la formule du produit, etc. Ok, tu regardes l'équation, tu comprends comment le produit se comporte, etc. Et au final, c'est un travail qui a pris quelques mois, mais qui s'est fait très rapidement en fait. D'accord. Donc là, l'immersion directement au niveau de la mission, c'était clair? Ouais, c'était là plus en mode apprentissage? Non, la mission était très claire. J'étais en fait analyste au sein de l'équipe de risque de marché Asie de la banque. Okay. C'était vraiment une toute petite équipe à l'époque. Moi, je suis arrivé, on était 2. Il y avait moi et mon encadrant en fait. Et du coup, je suis resté donc 6 ans au sein de la même société. Et pendant ces 6 ans, en fait, j'ai vu les activités changer, mais surtout, j'ai vu l'équipe grossir en fait.
Et donc, on est passé de 2 à, on est presque du 8 personnes quand je suis parti. Ouais. Et cette équipe-là, elle gérait tous les risques de toutes les business lines de la banque ou tu étais aligné à, je sais pas, la partie equity, alors, l'équipe gérait tout. Okay. Moi, au départ, j'avais ma spécialité qui était plutôt sur, de fait de ma technicité, qui était plus sur les equities et les dérivés equity. D'accord. Donc, dérivés actions, quoi. Exactement. Dérivés actions, indices actions, enfin stock et indices. Et en fait, après ce périmètre, en fait, il a augmenté aussi, puisque voilà, mon management m'appréciait, ils voyaient que ma technicité était aussi appréciée, non seulement mon management, mais des traders, des structureurs, etc. Et donc, mon scope, en fait, s'est élargi. Donc, je suis passé de couvrir des equities à un peu de crédit et un peu dans le monde fixed income, en fait, pour tout ce qui était plutôt produit linéaire, puisque à l'époque, mon employeur n'avait pas forcément beaucoup de choses sur du non linéaire hors equity, en fait. Voilà. D'accord. Et est-ce que tu peux peut-être développer, pour ceux qui n'auraient pas l'information, la différence entre les produits linéaires et non linéaires? Ouais. Alors, en fait, dans une banque, en fait, donc déjà dans le monde equity, on parle de produits linéaires, en fait, pour tout ce qui est l'activité Delta One. Donc, pour expliquer, en fait, le Delta One, ce qu'on appelle Delta, en fait, c'est la sensibilité du produit au sous-jacent, donc au stock ou à l'indice. Et quand on dit que c'est 1, en fait, c'est que ça veut dire que la sensibilité suit linéairement, en fait, le mouvement du spot. Et donc, en fait, si on dérive une nouvelle fois, donc en fait, par Delta One, en fait, ça veut dire gamma 0, quoi. C'est des activités où il n'y a pas de gamma. Donc ça, c'est la partie linéaire, et la partie justement non linéaire, c'est gamma différent de 1, et donc, delta différent de 1, et donc voilà, il y a un gamma, il y a du gamma dans les produits, quoi. Il y a du gamma dans les banques. D'accord. Donc là, tu arrives, modélisation. Ouais. Ça se passe très bien. Next step. Alors ça se passe bien pour moi. Après, pour la banque, ça a été quand même un moment qui était chahuté. Chahuté dans le sens où, voilà, comme je l'ai dit un peu précédemment, en 2011, on a eu la crise souveraine en Europe qui a commencé et qui s'est ensuite traduite en crise bancaire, parce que dans les bilans des banques, en fait, il y avait beaucoup de dettes, il y avait beaucoup de papiers souverains, que ce soit les banques françaises, banques allemandes, enfin toutes les banques de la zone euro, en fait, ont été impactées, y compris mon employeur. Donc, j'arrive en VIE en août 2010, mon contrat se prolonge, il est prévu de se terminer en août 2012, donc à ce moment-là, pour être recruté, ça devenait vraiment compliqué. Donc, j'ai eu quand même la chance d'avoir eu une proposition de contrat local, en fait, au bout de mon VIE. Ce qui n'était pas forcément le cas de beaucoup de gens qui étaient arrivés comme moi en VIE à l'époque. Ouais. Et dans ce cas-là, tu acceptes à ce moment-là, ou tu te dis je vais regarder un peu ce que fait l'industrie Alors, à ce moment-là, moi, pour être tout à fait franc, moi, j'anticipais avec peu d'espoir de rester. D'accord. Rester sur Hong Kong ou dans cette boîte? Rester avec mon employeur, sachant que voilà, je voyais mes VIE de ma cohorte qui étaient remerciés. Donc je me suis dit, je vais être le prochain. Et en fait, pas du tout. Ils avaient quand même besoin de gens pour faire tourner la boutique, entre guillemets. Et c'est quelque part ce qui m'a permis de rester, en fait. Ça veut dire que tu t'étais aussi différencié des autres, peut-être Ouais, alors je pense que, comme je l'ai dit, j'étais apprécié non seulement de mon management, mais aussi des staffs avec qui j'interagissais, du trading, du front office, des structureurs, des quants. Et c'est un aspect qui a joué, qui a évidemment pesé dans la balance. Ouais. D'accord. Voilà. Donc là, il te propose le contrat. Donc, est-ce que tu acceptes le contrat finalement ou... Alors à ce moment-là, oui, j'accepte le contrat pour plusieurs raisons. La première, c'est que j'avais cherché de mon côté le VIE. En fait, c'est quelque chose qui à Hong Kong n'est pas du tout connu, qui n'est pas compris. Et puis surtout, en fait, en tant qu'étranger, avec 2 ans d'expérience à Hong Kong sur le marché du travail, en fait, j'étais un alien. Peu de gens comprenaient comment j'avais réussi à venir à Hong Kong et à être à ce niveau-là. Donc moi, j'avais pas d'autres opportunités à ce moment-là, donc oui, je suis resté. Et puis de toute façon, j'étais très content de rester parce que même si la banque connaissait des difficultés, l'Asie en tant que place était en expansion. Bien sûr, ouais. Donc c'était à la fois bizarre parce que au niveau global, la banque affrontait des vents de face,
Mais en Asie, du fait du dynamisme des marchés, on avait un peu le vent derrière. Donc c'était une époque assez particulière en fait. Mais voilà, c'est une époque qui était quand même mémorable et qui était super intéressante sur le plan professionnel. Très bien. Donc du coup, tu acceptes la propale et là, tu pars sur une mission qui est dans la continuité de la mission que tu faisais avant ou là, tu pars sur un poste qui est complètement différent? C'est le même poste, c'était la continuité, sachant que voilà, j'ai rajouté à mon expertise initiale plus d'assets classes, plus de types d'actifs, plus de produits, etc. Donc quelque part, mon scope s'est agrandi et mon expertise a suivi aussi. Ouais. D'accord, ok, très bien. Et ensuite, combien de temps tu vas rester après justement avoir accepté ce contrat? Donc moi, je vais rester dans mon équipe après 2 ans, donc je vais rester encore 4 ans. Au bout de 2-3 ans, je commençais à dire bon, je commence à avoir fait un peu le tour. Je commence à lever le doigt pour dire voilà, bon, j'aimerais bien changer, est-ce qu'il y a des opportunités, etc. Malheureusement, dans la culture, là pour le coup, c'est vraiment lié à la culture d'entreprise de mon employeur. C'est que la mobilité interne, c'était quelque chose qui n'existait pas quand je suis arrivé en fait. En tout cas, la mobilité intra-Asie. Voir des gens qui arrivaient du siège de Paris, ça j'en voyais beaucoup, mais des gens qui, en Asie, changeaient d'un poste à l'autre, c'est quelque chose qui n'existait pas malheureusement. C'est quelque chose que les ressources humaines localement n'avaient jamais mis en place. Et conceptuellement, pour eux, il y a un poste qui s'ouvre, on va naturellement, en fait, on va embaucher quelqu'un de l'extérieur. On ne va pas forcément se dire, ah ok, est-ce qu'on a des talents en interne qui seraient intéressés par ce type de poste. Donc bon, je vois comment ça se passe, etc. Il n'y a pas trop d'opportunités. Donc je me dis, bon, si malheureusement on ne peut pas m'offrir de déplacement en interne, il faut peut-être que je regarde un peu à l'extérieur. Donc c'est ce qui s'est passé au bout de 6 mois. Ok, donc là tu rejoins une nouvelle entreprise en VIE. Comment se passe l'immersion? Est-ce que la mission était claire? Alors la mission en VIE était très claire, oui. Il y avait une description du poste comme n'importe quelle offre d'emploi. Et en fait, à la fin de mon VIE, en fait, comme j'ai pu rester dans cette entreprise, mon scope en fait a été étendu, s'est agrandi en fait. En termes de produits, en termes de classe d'actifs, j'ai été amené à couvrir plus de desk, plus de produits et des actifs autres que des equities en fait. D'accord. Donc VIE, durée 2 ans. Au bout des 2 ans, que se passe-t-il? Donc, au bout de 2 ans, on me fait une offre pour rester dans mon entreprise, dans mon équipe. Offre que j'ai acceptée. Pour remettre un peu dans le contexte, c'était en 2012. 2012, on était en plein dans la crise de la zone euro et des dettes souveraines. Crise des dettes souveraines qui a été en fait, où il y a eu un phénomène de contagion du secteur public au secteur bancaire, puisque les banques détenaient en fait dans leurs actifs du papier souverain. Et donc voilà, de façon au global, donc c'était très compliqué pour les banques, mais ironiquement en Asie, parce qu'il y avait de la croissance, parce qu'il y avait de la demande pour des produits financiers, en fait, on était en croissance dans un monde qui était compliqué. Donc quelque part, ayant eu aussi cette petite expertise au bout de 2 ans des marchés, des produits, en fait, mes supérieurs étaient quand même contents que je reste et c'est pour ça qu'ils m'ont fait cette offre. D'accord. Voilà. Donc là, nouvelle offre au bout des 2 ans de VIE. Que se passe-t-il? T'acceptes? Contrat local, donc j'accepte. Bon, un peu challengé, mais vraiment histoire d'eux. L'offre était, je pense, juste pour remettre dans le contexte. Après, là où mon employeur a quand même été raisonnable, c'est que j'ai été augmenté quand même assez rapidement. En fait. Ouais, en général, en Asie, quand les marchés vont bien, etc., tous les ans, par défaut, tu as une augmentation qui est pratiquement garantie si tu performes correctement. Oui, exactement. Surtout en tant que junior, les attentes étaient d'une augmentation en termes de pourcentage à 2 chiffres. Ouais, voilà. Très clairement. On n'est pas 2% d'augmente comme on peut voir en France. Pas du tout. Quand tu es junior, tu peux facilement faire 8, 10, 15%. Allez, sur 10 ans, tu peux pratiquement doubler ton salaire. Ah, c'est beaucoup plus que doublé, je pense. Ouais. Bon, je voulais pas trop exagérer non plus pour qu'on me dise que je vends du rêve, mais non, mais c'est voilà. le cas. En tout cas, je peux ok, donc ça veut dire que ton management à l'époque validait, on va dire, tes performances, il te récompensait
en fonction des end of year review, quoi, des revues de. Les revues annuelles, Voilà. Et au niveau du poste, là, est-ce que tu étais sur la même mission ou est-ce que justement ton scope avait changé ou est-ce que tu couvrais plus de desk que ce que tu faisais pendant le scope avait été élargi très clairement sur des activités au départ non linéaires, donc que ce soit sur les taux, donc crédit, forex et taux, donc des swaps. Et voilà, tout simplement, il y avait une petite activité de commodité, mais qui était suivie depuis Paris, si je ne dis pas de bêtises, et qui était malheureusement en extraction. Donc c'était une activité que la banque était en train de vendre à un compétiteur ici. Donc bon, voilà, il n'y avait pas forcément de couverture là-dessus. Et concrètement, ce que tu faisais, c'est quoi? Tu regardais, on va dire, tu étais sur la partie risque, mais de l'intraday, ou tu gérais l'aspect risque Alors, il y avait les deux. En fait, il y avait le risque, ce qu'on appelle le risque fin de journée, donc on va flasher les positions et les données de marché en fin de journée en Asie. Et le lendemain, en fait, on va faire tourner, la nuit, on fait tourner des analytiques de risque. Et on va vérifier que, en tout cas, ces analytiques, voilà, ces paramètres sont dans les limites qu'on a imposées aux différents desks. Et de par la régulation, on était aussi amené à faire des contrôles en intraday. Ça, c'était vraiment une petite partie du job, en fait. Une deuxième partie, c'était d'accompagner le business dans sa croissance. Donc ça passait par challenger le business sur des nouveaux produits, sur des nouvelles activités, les accompagner, les aider. Et sur différents aspects, que ce soit sur des aspects de modélisation. Voilà, un produit, il n'a été pas forcément correctement codé, il y a des phénomènes anormaux qui se produisent. Faut travailler avec la structuration, il faut travailler avec les quants, il faut travailler avec le trading pour faire avancer tout simplement le business. Voilà. Et là, au niveau des outils que tu utilisais, est-ce que tu étais là à remodéliser le système au niveau applicatif, au niveau risque, ou tu étais juste là à utiliser le système et à plugger, on va dire, ton modèle? Nous, ce qu'on faisait, c'était plutôt regarder le système, regarder le produit, comment se comportait dans notre système, le système officiel, le système de la banque. Sachant que voilà, si le produit se comportait pas forcément comme les attentes théoriques de modélisation comme un produit devrait se comporter, voilà, ça s'est dit, attendez, les quants, là il y a peut-être un sujet, il faut peut-être regarder. Alors nous on avait des quants chez les risques, mais il y avait aussi ce qu'on appelle les quants du front office en fait. D'accord. Et à l'époque, est-ce que tu avais spoté des trucs, des comportements anormaux? Ouais, pour la petite anecdote, ce que je peux dire, c'est que on avait donc des produits, ce qu'on appelle des autocalls. Ouais. Donc c'est des produits qui sont assez appréciés en Asie dans un univers de taux bas et qui en général payent de gros coupons aux investisseurs particuliers. Parce que au final, sur les marchés en Asie, c'est principalement donc, le Japon, la Corée et très récemment la Chine qui sont friands de ce type de produits. Et une anecdote que je peux dire là-dessus, c'est que les lendemains de jours fériés en Asie, en fait, les sensibilités qu'on récupérait, donc qui sont juste une petite partie des différentes analytiques, étaient fausses. Et en fait, la raison pour laquelle elles étaient fausses, c'est qu'il y avait un bug justement dans la gestion des calendriers qui faisait qu'en fait, les analytiques, ces sensibilités n'étaient pas forcément correctement calculées. Donc voilà, c'est quelque chose que j'ai remonté, qu'on a travaillé avec les quants pour corriger tout ça. Mais ouais, typiquement, c'est le genre de phénomène qui fait partie du risque, de s'assurer qu'en fait le produit est correctement modélisé dans les systèmes et que les risques sont bons. Et quand tu as remonté ce bug, entre guillemets, c'était grosso modo actif en production pendant combien de temps? Genre les 10 dernières années Non, alors le bug, quand on remonte des bugs, etc., c'est des bugs qui sont en produit. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que le produit en lui-même a un cycle de vie entre le moment où il est acheté par le client jusqu'à son expiration. Ça, c'est son cycle de vie. Et donc chaque produit est rattaché à ce qu'on appelle un template, un masque en fait. Donc il y a un masque qui définit en fait le payoff. Et sous le payoff, en fait, on soulève le capot et il y a un pricer, il y a un moteur de calcul. Il faut savoir qu'à la fois le payoff en lui-même et le moteur de calcul, sans arrêt, les quants travaillent dessus, que ce soit les quants front qui vont essayer
d'amener des optimisations, que ce soit en temps de calcul, en modélisation pure. Et puis derrière, il y a les coins de risque qui s'assurent que voilà, ce qui a été mis en production est cohérent. Mais il y a un autre niveau de contrôle qui est aussi à notre niveau, voilà, s'assurer par exemple typiquement que les analytics sont correctes. Ça fait partie c'est un des aspects, entre autres, du métier de risque de marché. En fait. D'accord. Ok, très bien. Du coup, ouais, donc tu travailles sur donc cette nouvelle mission, donc tu as signé le nouveau contrat, tu vas rester au sein de ce département, au sein de cette entreprise, combien de temps? Donc je vais rester en tout 6 ans, donc 4 ans okay. après mon contrat local. Et pour remettre du contexte, c'est que voilà, au bout de 4 ans et demi, 5 ans sur ce poste-là, je me disais, bon, je commence à faire le tour. Voilà, je voudrais bien lever le doigt pour chercher à faire autre chose, toujours dans la même entreprise, puisque j'étais très content de les avoir rejoints. Et pourquoi, en fait, je ne suis pas resté? Parce que, en fait, voilà, un aspect important, c'est que culturellement, à l'époque, la mobilité interne, en tout cas dans la région Asie, c'est quelque chose qui n'existait pas. Voilà, il y avait des gens qui venaient du siège de Paris en Asie, ça c'était très courant, mais de la mobilité de gens qui étaient sur un poste A en Asie pour aller sur un poste B en Asie, ça n'existait quasiment pas. Et en tout cas sur Hong Kong même, ça n'existait pas du tout. Et tu avais fait la demande Alors moi j'ai fait la demande clairement en disant voilà, moi, j'aimerais bien rester. J'étais allé voir la RH, l'entretien, voilà, bonjour, voilà, bon, bah, on se présente, parce que oui, mes RH ont quand même changé assez régulièrement. Et voilà, j'aurais dit, bon, on n'a pas l'habitude, mais bon, voilà, je prends note de ta demande. Voilà. Bon. Et le manager à l'époque, c'était pas lui, il n'avait pas possibilité, genre le du département de. Alors en fait, c'est là où c'était un peu. C'est là où j'ai envie de rentrer dans le débat du bon et du mauvais manager. Mais un bon manager, intuitivement, aurait dû me dire, bah écoutez, oui, tu as fait du bon boulot, quelque part, tu m'as rendu service. Moi, j'ai envie de te pousser pour que tu continues aussi. Enfin, quelque part, tu contribues, on travaille tous pour le même employeur. Et malheureusement, bah là le manager un peu moins, je dirais, leader, se dit, ah, mais attends, tu es un bon élément, moi je veux te garder, j'ai pas envie que tu ailles dans une autre équipe, parce que bon, quelque part, si tu pars, il faut que je trouve quelqu'un pour te remplacer aussi. Et quelqu'un qui soit au moins aussi compétent que toi. Donc, voilà. Donc perdre du temps à trouver quelqu'un, perdre du temps à reformer quelqu'un et en général peut-être à payer quelqu'un qui était au même niveau, voire plus que la précédente personne. Absolument, voilà. C'est un vrai risque que le management prend en se disant bah, ok, je suis prêt à remplacer cette personne, mais ça fait partie du jeu dans le monde professionnel. D'accord. Donc là, du coup, tu commences à... Peut-être pas d'opportunité en interne parce que culturellement, voilà, c'est pas ce qui existe dans l'entreprise à ce moment-là. Et là, je suppose que tu commences à postuler. Voilà, du coup, je commence à postuler. Alors pas spontanément, ironiquement. C'était plus en fait. Bon, le marché était tellement actif qu'il y avait beaucoup de chasseurs en fait qui me contactaient via LinkedIn ou via différentes plateformes. Et voilà. Et un beau jour, il y a cabinet de chasse très réputé pas seulement sur la place de Hong Kong mais mondialement, qui me contacte, qui me dit voilà, il y a une entreprise donc plutôt en buy side, donc plutôt un gestionnaire d'actifs, en l'occurrence un gestionnaire alternatif, un hedge fund, qui est intéressé par ton profil, etc. Ok, moi à l'époque déjà la banque je connaissais pas grand chose, mais alors le monde du buy side je connaissais vraiment rien. Donc buy side c'est les hedge funds. C'est les asset managers, les hedge funds. En fait, c'est typiquement, pour expliquer le terme de buy side, c'est typiquement les clients qui sont plutôt acheteurs de produits auprès des banques. Les banques, en général, c'est ce qu'on appelle les sell side, les dealers, c'est eux qui sont qui jouent soit le rôle d'intermédiaire sur les marchés, intermédiaire entre deux acteurs du buy side, ou des dealers, en fait, ce qu'on appelle des teneurs de marché qui sont là à animer, par exemple, le marché des bonds, corporate, souverains, etc. Donc là, tu fais des entretiens, donc hedge fund. Donc là, tu te dis, est-ce que monde de requins, etc., justement, post-2008, sur ce qu'on pouvait entendre, ou là, tu te dis, bon, c'est intéressant, je vais franchir le pas? Alors, moi, c'était vraiment très nouveau pour moi. Bon, j'avais toujours ma petite casquette de risk manager, donc je me suis dit, bon, de toute façon, il y a des besoins en risk management, surtout technique, il y en aura toujours, que ce soit en buy ou en sell side. Donc je me suis dit oui, pourquoi pas. Et puis voilà. Et puis
c'est l'occasion pour moi d'expérimenter, passer de l'autre côté de la barrière en fait. Et pour le principe, combien d'entretiens donc tu vas passer? Alors, je veux dire au sein de la même entreprise. Alors, est-ce que c'est 10 entretiens? Est-ce que c'est... Alors ironiquement non, Ok. c'était très peu d'entretiens. J'ai dû passer un entretien avec les deux gros gérants de l'entité. D'accord. Les entretiens d'ailleurs qui se sont très bien passés. Et puis j'ai ensuite passé un entretien avec le CEO, le CEO était basé au Koweït. Et pour ne rien te cacher, en fait, j'ai fait le dernier entretien dans l'hôtel le plus luxueux de Hong Kong, dans un petit salon privé. D'accord. Et à l'époque, c'était lequel? Là, tu es en quelle année là? On est en 2016. 2016, ok. Donc voilà. Ok, bon, très bien. Donc tu passes l'entretien, petit salon privé et tout. Ça se passe très bien? Ça je se passe suppose. très très bien. Quel type de questions il te pose, juste pour information, pour certaines personnes qui, le penseraient à se le projeter? Le CEO ne m'a absolument pas posé de questions techniques, c'était beaucoup plus des questions de personnalité. D'accord. Voilà. Donc, donc tu passes des entretiens avec le fondateur Avec le du CEO. hedge fund. Ok. Donc là, il te pose des questions plutôt d'ordre HR en fait. Plutôt de personnalité. En Ok. fait, lui, il était curieux de savoir Hong Kong, combien de temps ça faisait combien de temps que j'étais là, comment j'étais arrivé, etc. Est-ce que je me plaisais? Parce que lui, il était basé au Koweït et en fait, donc le fonds en question était backé par le fonds souverain koweïtien. D'accord, ok. Donc nous, on gérait une partie infinitésimale, je dirais, des actifs du fonds souverain. Mais il n'y avait pas que le fonds souverain, mais le fonds souverain, c'était quand même Ouais, la majorité la grosse majorité absolument des fonds de notre hedge fund et voilà. Et à ce moment-là, est-ce que tu te dis pourquoi est-ce qu'un fonds étranger koweïtien a besoin de moi Parce que je suppose que c'était une petite structure ou c'était genre un énorme fonds? Alors pour Hong Kong, c'était un gros fonds. Ok. Après, c'était quand même une petite structure, mais en termes d'actifs, c'était assez important pour Hong Kong. C'était alors ils étaient leaders en fait sur les stratégies long short equity. Et puis c'était intéressant. Enfin, mine de rien, il y avait en fait, pourquoi est-ce qu'ils avaient besoin de risk management? Très bonne question. Petit 1 pour le régulateur. Et petit 2, il y avait certaines stratégies discrétionnaires qui étaient ce qu'on appelle du event driven, entre autres qui avaient besoin d'un encadrement assez strict en termes de paramètres de risque. D'accord. Il y avait une autre stratégie qui était beaucoup plus quantitative, qui avait malgré tout quand même besoin d'encadrement de risque, mais qui, je dirais, de par sa nature quantitative, les paramètres, une fois qu'on les rentre, on peut ensuite les coder en dur dans les stratégies et on est amené peut-être à moins intervenir. D'accord. Et le dernier aspect, donc, qui rejoint quelque part l'aspect réglementaire, c'est que la nature des fonds, certains fonds, la plupart des fonds, ce qu'on appelle dans des hedge funds, c'est ce qu'on appelle des fonds Caïmans. La domiciliation du fonds est basée donc aux îles Caïmans. Mais on peut avoir des stratégies de type hedge fund dans des véhicules qui sont des UCITS en anglais, qui sont donc des SICAV en français, sociétés à capital variable, et qui sont de droit européen. Nous, en l'occurrence, dans cet employeur, on avait une SICAV de droit irlandais. Et donc, il y avait un encadrement spécifique en termes de gouvernance sur les risques. Voilà. D'accord. Voilà. Et là, c'était quoi les risques que tu monitorais? Donc, il y avait ce qu'on appelle les risques liés aux investissements, donc risques sur les actifs. Et au-delà de ça, il y avait les risques sur le passif, donc de l'autre côté, les risques de liquidité, donc entre autres la liquidité du fonds. Voilà, il y avait par exemple sur le fonds UCITS, il y avait une liquidité quotidienne qui devait être assurée. Il y avait d'autres paramètres typiquement qui sont liés au risque de contrepartie et de crédit, donc s'assurer les brokers avec qui on traite, est-ce qu'ils ont les reins suffisamment solides on s'est rendu compte que certains brokers, malheureusement, ce n'était pas forcément le cas. On s'en est d'ailleurs rendu compte l'année dernière, entre autres. Et enfin, des risques qui sont aussi opérationnels. Voilà, mes systèmes, les systèmes IT, s'ils tombent en rade, qu'est-ce qui se passe, etc. Est-ce qu'on a des duplications? Est-ce que c'est un single point of failure, comme on dit en anglais? Donc voilà, c'est tous ces aspects de risque. En fait, je suis passé du risque de marché à une panoplie, encore une fois, beaucoup plus large. Très bien. Combien de temps tu vas rester dans ce fonds, dans Alors, ce hedge fund? je vais pas rester, malheureusement, pour moi, je ne vais pas rester très longtemps. En fait, j'ai appris à mes dépens qu'en fait, un hedge fund, c'est un
fait, c'est comme un distributeur automatique de billets, mais de taille XXL. C'est-à-dire que l'investisseur, il peut appuyer sur le bouton et dire voilà, je veux récupérer mes sous, et il récupère ses sous. Et de ce que je disais, en fait, la structure du fonds qui était avec un seul gros investisseur majoritaire, le jour où il a dit voilà, moi l'Asie, je veux plus, je veux me recentrer sur le marché nord-américain, on s'est retrouvé toute l'équipe, donc les gérants, les traders, le risque, les fonctions support, on s'est tous retrouvés du jour au lendemain à dire voilà, merci beaucoup pour vos services, on ferme boutique, merci, au revoir. Et là, l'investisseur majoritaire, c'était le fonds souverain du Koweït? Exactement, c'était le fonds souverain qui faisait en fait une revue stratégique de ses actifs, du déploiement de son capital, et qui s'est dit voilà, l'Asie, en 2016, c'est peut-être pas là où je veux être investi. Il s'est dit après Trump, je veux peut-être aller sur le marché nord-américain. D'accord. Donc là, ok, il se décharge de la partie APAC. Donc du coup, impact pour le hedge fund localement, et que se passe-t-il? Le fonds ferme tout simplement. Okay. Donc j'ai été amené du coup à m'assurer que la liquidation donc, du fonds, donc la liquidation des actifs se passait de façon ordonnée. Et puis une fois qu'il y avait plus que tout était du cash, voilà, ensuite il faut tout simplement ce qu'on appelle faire un SSI, donc un bet virement Swift pour retourner l'argent à l'investisseur. Et que se passe-t-il pour toi? Est-ce que quand même tu as une compensation du fonds parce que du coup c'est ta première expérience ou c'est… C'était ma première expérience en buy side, donc malheureusement à Hong Kong le marché du travail est tel qu'il n'y a pas forcément une grande couverture. Et du coup, non, je me suis retrouvé avec pas grand-chose. D'accord, donc ils ont mis le minimum légal, on va dire. Mais le minimum légal, en fait, il n'y avait pas de minimum légal. Il y avait ce que dit le contrat de travail et c'est tout. Ok, très bien. Que se passe-t-il ensuite? Donc là, tu te remets à chercher… Donc, je me mets à chercher. La chance que j'ai eue, c'est que j'étais junior, j'étais curieux, j'étais motivé. Et in fine, en fait, pour un employeur potentiel, je ne coûtais pas forcément très très cher. Donc j'ai pu trouver mon job suivant. En fait, je l'ai trouvé dans les 2 mois, ce qui était vraiment très rapide. Et d'ailleurs, mon employeur suivant, donc c'était un autre fonds. Hedge fund américain, toujours koweïtien, français? Un hedge fund basé, donc le véhicule était Caïman, mais le manager était, le siège était au Royaume-Uni. D'accord. Très gros fonds plutôt sur le fixed income et sur des stratégies de type crise, en fait, de stratégies qui monétisent les crises, les différentes crises. Donc qui n'avaient rien à voir avec des stratégies equity long short. Et voilà, et ce fonds-là était ravi de m'embaucher en tant que risk manager. Encore une fois, premier risk manager en Asie, de par la régulation et de par ma capacité à aider le business et les différents gérants. D'accord. Et combien de temps tu vas passer dans cette entreprise? Donc, je vais rester un petit peu moins de 2 ans dans cette entreprise. Pourquoi pas plus? Parce que je commençais, on interagit au quotidien, etc. Les interactions ne se passaient pas forcément bien tous les jours. Il y avait beaucoup de pression qui venait du front. Et je me rendais compte que mon travail n'était pas forcément non plus remercié, je dirais, à sa juste valeur. Il faut savoir que c'était quand même très répétitif et c'est pas forcément ce que je cherchais au bout d'un moment. En fait. Voilà. D'accord. Et là, du coup, au bout de 2 ans, tu te remets à chercher? Donc, au bout de 2 ans, en fait, un de mes anciens employeurs, donc cette grande bande, pour ne pas la nommer, me rentre en contact suite à des pertes significatives qu'il y a eu sur le marché des autocollants en Corée. Et ils me disent, on sait que tu as une expertise sur ce domaine. On serait content si tu peux nous aider à faire le ménage, entre guillemets, à tirer les leçons de pourquoi est-ce qu'on a perdu beaucoup d'argent là-dessus. D'accord. Donc je vais les rejoindre en tant qu'auditeur quant, et je vais les aider à comprendre qu'est-ce qui s'est passé, enfin pas spécialement directement sur les produits autocollants, mais de façon plus générale sur les activités de marché, sur les risques de modèles, etc. D'accord. Voilà. Auditeur, donc quant, mais sur la partie risque? Alors non, auditeur, alors vraiment dans l'équipe d'audit, ce qu'on appelle l'inspection et l'audit. Donc il y avait une équipe dédiée sur l'Asie de 6 auditeurs, je crois, quand je les ai rejoints. Et on travaille donc sur des missions. Donc on a une mission qui dure un certain nombre
de semaines, il y a un certain nombre de jours hommes qui est alloué. Et nous, notre boulot, c'est de passer en revue avec les différents domaines qu'il peut y avoir. D'accord. Mais le scope de l'audit, va dire au moment où tu y es, c'est le scope risque management. Non, c'est un scope vraiment global. On ne D'accord. regarde pas seulement les risques, on ne regarde pas forcément les risques, on peut regarder les fonctions, typiquement les fonctions HR par exemple. D'accord, ok. Les fonctions, on regarde aussi les fonctions support. D'accord, ok. Voilà, Parce que je me disais que comme il t'avait contacté pour la partie autocall en Corée, que tu allais justement auditer la partie desk autocall. Ça, c'était, je dirais, la casquette, disons, de mon expertise. C'est D'accord. que dans l'équipe, personne n'avait cette technicité, cette expertise, que ce soit sur la connaissance marché, la connaissance produit, la connaissance modèle. C'est quelque chose qu'ils n'avaient pas en interne et qu'il fallait aller chercher, alors sur étagère, entre guillemets, mais bon, l'étagère, elle avait pas mal d'informations. Ouais. Et ce qui est intéressant, bon après tu donneras ton point de vue, mais ce qui est intéressant dans la partie audit, inspection générale, c'est que tu peux en effet auditer les fonctions HR, les fonctions IT, des DES, la partie compte, et à la fin tu as une vision 360 degrés de tout ce qui se passe dans l'entreprise. Je pense que la vraie force de passer par l'audit interne, c'est qu'on comprend très vite le fonctionnement d'une grande entreprise, d'une banque, et sur petit 1, il y a donc cet aspect-là de compréhension. Petit 2, on est amené à interagir avec beaucoup de différentes parties prenantes. Et enfin, on est amené à présenter à du senior management, à présenter à ce qu'on appelle le CEO, enfin tous les grands responsables. Donc voilà, on est exposé auprès des responsables de business, et puis surtout, c'est des gens qui sont attentifs à ce qu'on est amené à leur dire. Donc c'est pour ça qu'on est amené à apporter en tant qu'auditeur énormément de valeur ajoutée. Et nous, donc il y a un aspect donc, qui est de dire voilà, on fait de l'investigation. Ça, c'est un aspect de l'audit. Et le deuxième aspect de l'audit, c'est justement de faire de la recommandation et du conseil. Dire voilà, les process sont tels qu'ils sont. Voilà ce qu'on suggère. Voilà quelles sont les pistes d'amélioration. Sachant que les recommandations qu'on fait, en général, c'est quelque chose qu'on va négocier, on va se mettre d'accord avec le business ou avec les différentes parties prenantes pour dire voilà, ces propositions qu'on fait, elles font sens, elles font peut-être pas sens, mais c'est des choses sur lesquelles on va challenger, et puis ensuite on va essayer de trouver un compromis. Exactement. Voilà. Et effectivement, le travail de l'audit, alors au niveau du process, effectivement, tu as une lettre d'audit qui est transmise, une lettre de mission qui est communiquée auprès du département qui sera audité. Ensuite, la personne, donc en général, c'est des équipes d'audit. Exactement, c'est des plusieurs, 5 des inspecteurs. Ça dépend. Moi, je me suis retrouvé à faire une mission tout seul pendant 3 semaines. Et ça dépend des missions. Il y a des missions où il y a beaucoup de jours hommes, et il y a des missions avec beaucoup de jours hommes. Voilà. Et du coup, si tu es tout seul, tu vas poser énormément de questions à la personne qui traite sur, je sais pas, un programme, un produit, des questions pour essayer de comprendre de A à Z le process. Et tu vas essayer de voir est-ce que le process répond aux normes et standards de l'entreprise ou pas. S'il n'y a pas de standard, faut mettre peut-être un standard en place. Voilà, par contre, si le constat a complètement breaché ce qui a été déjà mis en place comme standard, là, il y aura des recommandations, peut-être même des sanctions envers la personne qui n'a pas respecté les règles. Et effectivement, en fonction de la gravité, en fait, les recommandations peuvent être également transmises aux régulateurs en fonction du pays où on est. Mais en général, ça peut rester effectivement en interne avec des recos qui sont assignés à certaines équipes, et elles ont, je sais pas, 1 mois, 2 mois, X mois pour résoudre la situation, mettre en place un plan de rémédiation. Absolument. Après, donc il y a également ce qu'on appelle la sévérité des recommandations. Il peut y avoir il y a différents niveaux de sévérité, sachant que, comme tu l'as dit, les recommandations les plus sévères sont effectivement communiquées aux différents régulateurs. Mais l'idée, encore une fois, c'est pas il y a l'aspect sanction, c'est pas vraiment, c'est pas le rôle de l'audit de sanctionner des gens. Nous, le rôle de l'audit, c'est plutôt d'améliorer, c'est vraiment d'améliorer des process et de faire en sorte que les points d'attention qu'on a relevés, ça se représente pas à l'avenir. Voilà, au final, ça reste de la qualité. Bien sûr. C'est la qualité de process, entre autres. Voilà. Et pour entrer peut-être en détail, pour donner des informations à ceux qui voudraient rejoindre peut-être l'inspection ou l'audit plus tard, dans une entreprise, en général dans les banques, il y a plusieurs lignes de défense. Donc ligne de défense 1, 2, je crois que c'est les risques. Ligne de défense 3, c'est l'inspection. Exactement. Il y a 3 lignes de défense, et la 3e ligne de défense, c'est l'audit. Voilà. Donc en général, c'est l'audit fail, ce qui est rare. Ce qui est rare, mais ce qui peut arriver. D'ailleurs, l'ironie, c'est que
l'audit est audité. Exactement. Mais pour ce point-là, en général, c'est un auditeur externe. C'est des sûr. cabinets d'audit extérieurs qui viennent, qui disent, bah voilà, vos process sont bons ou certains process nécessitent de l'amélioration, etc. Exactement. Donc là, voilà, feedback par rapport à l'expérience. Super positif pour le coup. Si j'ai une recommandation à faire, c'est vraiment de postuler auprès des différents équipes d'audit et d'inspection. Tous les profils, en général, tous les profils sont les bienvenus. Tous les niveaux de seniorité aussi. Sachant que là où je pense qu'il y a beaucoup de valeur ajoutée, c'est typiquement les profils qui ont un peu de bouteille, un peu de bagage. Ouais, parce qu'ils ne vont pas forcément partir de zéro, de tout en bas, voilà, je ne comprends pas forcément les process qu'il y a. Ils vont avoir une certaine connaissance et c'est là où je pense qu'ils vont avoir énormément de valeur ajoutée à apporter parce que si tu connais les produits, si tu connais si tu comprends les process, si tu comprends comment le business est censé se comporter, bah, très vite tu vas pouvoir mettre en évidence s'il y a des déviances par rapport à ces process, à ces produits, etc. Et par rapport à cette expérience, est-ce que tu as eu des situations où les gens en face n'ont pas voulu collaborer avec toi, ont essayé de cacher des informations que tu as pu voir après? Non, ça c'est pas la bonne attitude parce que en tant qu'auditeur, on a accès à tout. Mais vraiment à tout. On peut, à n'importe quel document, avec une lettre de mission, on peut y avoir accès. Donc c'est pas dans l'intérêt des parties prenantes de nous cacher des choses. En général, c'est plutôt l'inverse. On les invite, on les invite en général spontanément à nous dire voilà s'il y a des problèmes, s'il y a des points sur lesquels on devrait passer plus de temps. Voilà, c'est quelque chose qu'on incite et en général, spontanément ils disent bah voilà oui il y a peut-être ça et ça. Moi, en tant que responsable de telle équipe, ça m'intéresse. Ou alors, voilà, si vous pouvez passer plus de temps là-dessus, ça peut être utile, etc. Très bien. C'est ce qui n'est pas forcément le cas, mais en général, en tout cas, nous, on pose la question et puis en fonction de notre auditoire, on peut ou ne peut pas avoir ce genre de feedback. Très bien, très bien. Donc, expérience à l'audit, qu'est-ce que tu dis? Tu te dis, ok, je veux faire de l'audit, de l'inspection générale. Alors, pas du tout. Pas du tout. Alors, autant j'ai trouvé cette expérience très enrichissante sur le plan professionnel, autant personnellement, je ne me voyais pas du tout avoir une carrière en fait au sein d'un département d'audit. Et encore une fois, voilà, donc je passe un peu plus de 2 ans. Bon, je me dis bon, j'avais d'ailleurs peur de passer plus de temps que 2 ans parce que je me dis, au bout d'un moment, tu vas être catalogué auditeur, inspecteur général. Exactement, je vais être catalogué audit et je me dis, attends, après, si je veux me recycler, c'est compliqué. Donc j'en fais part à mon manager. Je dis, voilà, écoute, moi ça fait 2 ans, je sais pourquoi tu m'as embauché. Mais je veux pas être vu comme auditeur, quoi. Et il me dit oui, non mais t'inquiète pas, et au bout de 6 ans, voilà, je te proposerai. Et là, je dis oula, à 6 ans, tu commences à me faire peur. Donc, ça fait beaucoup quand même. Exactement, donc moi, je n'étais pas du tout parti pour, dans ma vision des choses, c'était pas forcément 6 ans, c'était beaucoup plus 2-3 ans, voilà, à la limite 3 ans, why not. Mais on m'a dit 6 ans, là, ça m'a un peu refroidi, et je me dis, je vais peut-être regarder ailleurs ce qui se passe, quoi. Et là, tu te mets à chercher? Donc je me mets gentiment à chercher et en fait, très vite, mon profil intéresse différentes entreprises, des banques, des asset managers, des fonds. Et le premier à me répondre, c'est une autre grande banque française qui me dit, voilà, si tu veux venir sur les risques, donc vu ta technicité, vu ton expertise, cross-marché, cross-produit, c'est quelque chose qu'on recherche. On veut bien te rejoindre et c'est comme ça que j'ai rejoint donc, cette grande banque française. Et sur cette banque, combien d'entretiens au niveau du process de recrutement? Très peu, au final 3. 3, ok. Mon manager direct, le responsable de mon responsable et le responsable des risques. Et enfin, un entretien avec les ressources humaines, mais qui est plus du registre de la formalité qu'autre chose. Très bien. Donc là, tu intègres cette entreprise et quel type de desk tu couvres? Alors moi, je suis amené à couvrir tous les desks de la banque, que ce soit en Asie. Donc equity, fixed income, agency principale. Il n'y avait pas de commodité, en tout cas en Asie. Mais de fait de ma connaissance des marchés, de mon expertise, en fait, je vais être sollicité aussi bien sur les equity, le fixed income, le crédit, le forex. Ouais, d'accord. La trésorerie aussi, il faut pas l'oublier. Et les missions au quotidien, est-ce que tu te souviens des missions Alors, notre rôle, c'était, sur ce poste-là, c'était principalement 2 choses. Communiquer auprès donc que ce soit de la salle ou des équipes au siège,
ce qui se passe sur les marchés en Asie, mais de façon macro, et éventuellement micro s'il y a des événements de type, je ne sais pas, un grand développeur chinois qui est amené à faire défaut, c'est des choses sur lesquelles on va passer du temps. Ça, c'est un premier aspect. Et le deuxième aspect, c'est de communiquer auprès du management senior en leur disant, voilà, on fait des focus sur telle activité, tel produit, etc. Et leur mettre, donc, en étant deuxième ligne de défense, avoir suffisamment de recul par rapport au business et d'indépendance pour leur dire, voilà, nous, c'est ce qu'on voit, c'est ce qui se passe. Voilà comment le business performe. Voilà quels sont les risques attachés à cette activité. Et plus généralement, voilà comment le business est par rapport à ses compétiteurs et par rapport au marché dans son ensemble. Voilà. D'accord. Très bien. Voilà. Et alors, comment ça se passe? Parce que tu disais que dans les expériences précédentes, tu avais des interactions avec les fronts, etc., qui n'étaient pas forcément au top. Là, est-ce que c'était mieux? Alors, parce que justement, c'était une banque française. Sur ce poste-là, bizarrement, en fait, c'était une exposition. Donc, bon, les chiffres, tout ce qui était donné, c'était très facile à récupérer, mais l'interaction en tant que personne, en fait, c'était pas direct, c'était indirect. Il fallait passer par une équipe dédiée, en fait, qui faisait l'interface, parce que, bon, je pense qu'il y avait quand même beaucoup de personnes qui étaient amenées à, il y avait, je sais pas, peut-être entre 20 et 40 personnes avec lesquelles on était amené à interagir, donc ce qui commence à faire beaucoup. Et donc c'était pas forcément direct, et puis voilà, il n'y avait pas ce relationnel au quotidien qui s'était établi. D'accord, ok. D'accord. Et l'équipe, sans indiscrétion, l'équipe entre vous et les devs, c'était qui en fait? C'était une autre équipe de risque C'était une équipe de risque, mais justement pour reprendre l'analogie des trois lignes de défense, c'était une équipe qui était rattachée à la première ligne de défense qui est en fait le business. D'accord, ok. Très bien. Très bien. Et combien de temps tu vas rester alors sur cette mission? Alors, je vais rester sur ce poste au départ. Moi, j'étais prêt à rester des années. Hein. Je me plaisais beaucoup. Pour donner un peu plus de contexte, c'était pendant le Covid à Hong Kong, ce qui était compliqué en termes de période. Et sachant que j'avais commencé à regarder ailleurs quelques mois avant, bon, j'avais passé des entretiens ailleurs. Et certains entretiens, en fait, ça mettait beaucoup de temps on n'avait pas forcément, ça avançait pas forcément de semaine en semaine. Ça pouvait mettre, je sais pas, plusieurs mois avant d'avoir une réponse positive. Donc, en fait, ce qui se passe, c'est qu'au bout d'un moment, il y a un autre employeur qui me contacte. Au départ, j'étais pas forcément intéressé à les rejoindre. Et c'est juste qu'ils m'ont fait une offre qui était impossible à refuser. D'accord. Et je suppose que tu vas quitter l'entreprise pour rejoindre cette nouvelle entreprise. Exactement, ouais. Et combien de temps tu as passé justement dans l'entreprise, dans la banque française là? Malheureusement, j'ai passé 7 mois. D'accord, ok. Ce qui est très peu. Ok. Et du coup, l'entreprise que tu vas rejoindre, c'est quoi? C'est un hedge fund? C'est aussi une autre banque? Effectivement, c'est un autre fonds qui avait besoin en fait de ma connaissance des marchés en Asie. De mon expertise, encore une fois, cross-asset, sur les produits. Voilà. D'accord. Et là, combien d'entretiens, juste pour information? Alors, il y en a eu beaucoup. Pourquoi? Parce que c'était un peu dans la culture ce qu'on appelle le 360, où le candidat se fait interviewer pas seulement par l'équipe qu'il va rejoindre, mais également par le business et différentes autres fonctions support. D'accord. Donc là, il y en a eu beaucoup, mais en fait, assez rapidement, j'ai senti le fait qu'ils étaient intéressés. En fait. D'accord. Et là, c'était quoi? C'était un fonds hedge fund aussi? Ouais, exactement. Américain, français? Américain, ok. Basé aux États-Unis. Ouais. Très bien. Donc tu rejoins, comment se passe le projet, la mission? Alors moi, en fait, ce qui m'avait attiré au tout départ, quand j'ai postulé, donc c'était il y a pratiquement 1 an de ça, c'était le projet de dire, voilà, je vais rejoindre un fonds qui n'avait aucune expérience de l'Asie. Voilà, pour eux, l'Asie, c'était nouveau et ils voulaient démarrer. Bon, du fait de ma connaissance, de mon expertise, ils étaient, je pense, assez contents de m'avoir. Et c'est un fonds qui avait des, je dirais pas forcément des process, mais qui avait des habitudes de travail qui n'étaient pas forcément adaptées à l'Asie. Donc il y avait aussi un énorme aspect pédagogique et d'éducation à faire, non seulement auprès de ma future équipe, mais aussi auprès du senior management, auprès de la trésorerie, auprès d'autres fonctions support. Très bien. Voilà. Et combien de temps tu vas y rester? Alors déjà, est-ce que tu as eu des challenges particuliers dans cette entreprise au niveau de... Je pense que le challenge, de façon générale, ça a été d'essayer d'expliquer comment l'Asie fonctionne par rapport aux marchés occidentaux.
parce qu'il y a beaucoup de spécificités qu'on ne retrouve pas, que ce soit sur les equities, sur le fixed income. Et donc, petit 1, d'expliquer ces spécificités et que mes parties prenantes, en fait, les acceptent. Parce que c'est pas évident quand on te dit, bah voilà, en fait, bon, tes process, voilà, ils marchent pas parce qu'il y a le décalage horaire, 12 heures avec les États-Unis, 13 heures en hiver, ça peut pas marcher, il faut qu'on s'organise autrement, ça c'est un fait. Mais il faut se dire aussi, ah mais attends, ces exchanges-là, elles fonctionnent pas pareil, les produits sont pas les mêmes, c'est pas standardisé, etc. Donc il y a tout cet aspect-là où je pense les équipes n'étaient pas forcément très réceptives. Ouais. Sachant que, de façon générale, l'Asie, c'était une infime partie du capital qui était déployé dans le fonds. Ouais. En fait, le fonds était toujours principalement exposé au marché nord-américain. Parce que c'est vrai que nous, on est en Asie. En fait, en Asie, il y a plein de pays avec des régulations qui sont complètement éclatées, ségrégées, qui sont complètement différentes. Les gens en Europe, en fait, il y a un marché européen avec des régulations qui sont à peu près similaires entre les différents pays. Aux États-Unis, c'est à peu près pareil. Chicago, New York, etc. Bon, pareil, mais en Asie, voilà, Hong Kong, Taïwan, Australie, Inde, c'est complètement différent en fait. Absolument, et c'est des concepts qu'on retrouve. Donc, par exemple, le yuan, le bon exemple, par exemple, c'est le yuan, la devise chinoise en Chine et hors de Chine, bah, c'est pas la même devise. Une autre analogie que je peux faire, c'est sur le yen japonais, le marché des swaps. En yens, entre le marché à Tokyo et le marché à Londres, encore une fois, c'est pas tout à fait le même. Enfin, c'est le même produit, mais le produit se comporte pas de la même façon parce que les forces de marché sont pas les mêmes. Donc toutes ces spécificités que je viens de citer, c'est des choses qui sont pas naturellement compréhensibles pour quelqu'un qui vient des marchés occidentaux en fait. Et dans cette situation, donc toi tu es en Asie, toutes les personnes en face sont aux US ou tu as quand même des gens avec toi ici localement qui... Alors quand je suis arrivé, j'avais personne. Alors évidemment le business qui était en local, eux, heureusement comprennent ces spécificités, comprennent à peu près, enfin certains oui, certains non. Mais ouais, très vite, je vais être amené à embaucher, ne serait-ce que voilà, quand je suis pas là, qui est-ce qui fait tourner la boutique quoi. Donc voilà. Ouais. Donc tu commences à recruter, faire grossir l'équipe. Voilà, j'ai commencé à recruter, à chercher des talents, puisque je couvre non seulement Hong Kong, mais Singapour, puis un petit peu Dubaï. Et voilà, je suis amené à recruter. D'accord. Et comment se passe globalement cette mission alors donc compliqué parce que voilà, donc comme je l'ai dit, il y avait une grosse partie d'éducation, donc expliquer comment les marchés en Asie ça fonctionne, comment les produits ça fonctionne. Puis j'avais un auditoire qui était petit 1 pas forcément très réceptif et petit 2 voilà, avec 12 heures de décalage horaire, parler aux gens c'est compliqué dans le sens où il y a une petite fenêtre de conversation qui est soit tard le soir en Asie ou alors tôt le matin, voilà. Ouais. Et ça rajoute de la complexité à des choses qui étaient déjà compliquées au départ. Sur le rythme de vie aussi. Ouais, bah oui, forcément, l'équilibre vie pro, vie perso, ça en prend un coup. Ouais. Et est-ce que là, tu te dis non, mais en fait, c'est pas pour moi, il faut que je change de boîte Bah assez vite, je me rends compte que le management, la nature du management fait que c'est pas forcément ce que moi j'espérais. J'espérais avoir suffisamment de délégation et d'autonomie dans mon rôle pour pouvoir gérer. Suffisamment d'expérience pour dire voilà, je sais comment il faut que les choses soient gérées, sachant que, ironiquement, les premiers risques qu'on a en Asie ne sont pas du tout des risques. Alors, c'est des risques d'investissement, bien qui sont liés aux investissements, mais qui ne sont pas des risques de marché. En fait, les premiers risques qu'on rencontre, c'est des risques petit 1 de contrepartie. On se retrouve à avoir des margin calls d'un broker lambda sur un marché développé en Asie. Bon, c'est des choses qui vraiment ne sont pas d'un très bon signe en général quand on travaille en finance d'avoir un appel de marge. Ça veut dire qu'il y a eu des failles dans l'équipe de trésorerie qui est en charge, entre autres, de gérer ce genre d'événement. Et petit 2, l'aspect opérationnel, c'est-à-dire que les systèmes, l'IT, voilà, on a des déconnexions avec nos brokers, on a des pertes de flux qui font que, oui, en fait, quand on est amené à traiter, qu'est-ce qui se passe? Si nos ordres ne peuvent pas être envoyés, ne peuvent pas être exécutés, ça c'est un vrai problème. Bien sûr,
Donc c'est d'abord ce genre de problème que j'ai dû affronter. Et c'est un type de problème en fait qui était inconnu jusqu'à présent par mes collègues aux États-Unis. Bien sûr, ouais. Parce qu'eux, ils étaient. Parce que c'est pas les mêmes marchés. Le marché américain, voilà, il n'y a pas de problème. Si les ordres étaient tous routés par New York aux États-Unis, alors qu'ils traitent depuis New York, effectivement, il n'y a pas de problème. Mais si les ordres doivent être routés depuis New York pour ensuite revenir en Asie, bah ouais, et qu'il y a des déconnexions, bah, c'est des phénomènes qui étaient inconnus jusqu'à présent, ouais. Et ton constat, qu'est-ce que tu te dis? Donc là, tu te dis, ok, trop de problèmes. Beaucoup de problèmes, un management qui n'est pas du tout réceptif et qui est plutôt même suspicieux au fait de relever tout ce genre de soucis. Je me dis, ouais, c'est embêtant, quoi. C'est embêtant, enfin, c'est embêtant surtout pour le gérant parce que l'Asie, les marchés en Asie sont beaucoup plus volatiles, beaucoup plus, je dirais, beaucoup plus risqués de façon générale, mais ouais, c'est amené à être très compliqué. Ouais. Et next step? Next step, donc next step, c'est point d'interrogation. Quel est mon prochain challenge en Asie? Donc idéalement rester plutôt en buy side. Voilà, aujourd'hui je suis ouvert à différents types de projets, de propositions. Voilà. D'accord. Donc là, le poste que tu disais, c'était le poste actuel là ou... Exactement, c'est un poste que je viens de me séparer. Et du coup, je suis ouvert à d'autres propositions, que ce soit en buy side, en sell side, auprès d'exchange aussi, ou même en crypto. Et là, si tu fais une petite rétrospective par rapport aux environnements de travail que tu as pu avoir, quel était l'environnement, on va dire, le plus challenging? Est-ce que c'était plutôt en banque? Est-ce que c'était plutôt en buy side? Je pense que l'environnement le plus challenging, c'était dans mon deuxième fonds. Okay. Parce que j'ai été amené à interagir avec des parties prenantes qui étaient elles-mêmes investies à titre personnel dans le fonds, qui étaient beaucoup plus seniors que moi, qui avaient beaucoup plus de bouteilles d'expertise. Et c'est difficile de faire accepter qu'il y ait des limites. Voilà, c'est difficile de dire à quelqu'un qui a 30 ans d'expérience sur les marchés des bons du trésor japonais, de lui dire, bah voilà, si on a 15 milliards d'US d'exposition short, donc vendeuse de ces bonds, ben, c'est peut-être beaucoup, quoi. Donc c'est là où ça a été le plus challenging, mais en même temps, c'est là où quelque part, disons que la courbe d'apprentissage a été très pentue, mais quand tu arrives au sommet de cette pente, ben, en fait, tu te rends compte que voilà, est-ce que tu as peut-être fait le tour? La réponse est sans doute oui. D'accord, très bien. Et juste pour revenir justement sur ce point, quand tu parlais de limites et eux ils étaient là en mode all-in, etc., est-ce qu'à la fin ils t'écoutaient quand même ou ils étaient là, non, on ne veut pas prendre de recos de risque ou... Alors bon, les recommandations fonctionnent, il n'y a pas forcément de LOD3 en fonds, enfin pas tous les fonds on a une LOD3, d'ailleurs c'est très rare mais certains en ont. Mais pour revenir sur ce point-là, c'est que oui, quand même, ils sont quand même amenés à m'écouter parce qu'il y a quand même d'autres investisseurs que les gérants en eux-mêmes qui ont du capital dans leurs fonds. Il y a aussi des clients. Et voilà, ce qu'on a vendu aux clients, si on n'est pas en ligne avec ce qu'on a vendu aux clients, ben, c'est problématique, quoi. Le client il peut dire, attendez, vous déviez de ce que vous m'avez vendu, bah, moi je veux retirer mes sous, quoi. Très bien, très bien. Et pour conclure, est-ce que tu as pour toutes les personnes là, qui vont regarder, justement, qui ne savent pas trop où s'orienter, est-ce que tu as des conseils à donner, justement, par rapport aux expériences que tu as en banque et en hedge fund? Moi, les quelques conseils que je pourrais donner, c'est la persévérance, la résilience et l'humilité. Je pense que c'est des qualités qui font que un jeune professionnel qui veut se lancer sur ces activités, donc sur la finance en marché, c'est des qualités qui font que la personne va durer sur le long terme. D'accord. L'humilité, pourquoi? Parce que tu as des gens, des fois, ils se prennent un peu pour le roi du monde quand ils font des PNL extraordinaires ou... L'humilité, parce que en fait, on a déjà toujours des gens qui sont plus smart que nous, toujours. Mais surtout parce que je pense qu'il faut savoir rester humble par rapport à l'information qu'on a et au reste du marché. On a rarement raison. En général, le plus souvent, je pense qu'on a tort, on a rarement raison. Et je pense que être confiant qu'on a raison, justement, c'est là où je pense que c'est dangereux. D'accord. Donc l'humilité, c'est quand même, ironiquement, c'est très important.
Comme on dit, mieux vaut avoir tort avec le marché que raison seule. Exactement. Super. Ce sera notre conclusion, voilà, je pense. Je pense qu'on a fait le tour. Ouais. Merci Stéphane. Merci, Manager. merci Fouad.